Alors, du coup, on est en direct, je pense. Donc, bonjour, merci à toutes et à tous, de nous avoir rejoints aujourd'hui, pour cette petite conférence en ligne organisée par, le programme Equiwatt des services industriels de Lausanne. Donc je vais vous dire, 2 mots sur Equiwatt, un peu plus tard, mais je vais déjà peut-être commencer par, vous, présenter brièvement nos intervenants du jour. D'abord en commençant par moi, donc je m'appelle Alexandre Dubois, je travaille pour le programme Equiwatt que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est moi qui vais aujourd'hui vous présenter les quelques thèmes qu'on avait décidé d'aborder avec vous aujourd'hui. En deuxième partie de cette conférence, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voudrez en présence de Monsieur Baptiste Anti et Monsieur Enrique Winderlin qui sont avec nous aujourd'hui, qui travaillent également pour les services industriels de Lausanne. Donc, Monsieur Anti, qui est le responsable de la division politique énergétique, et Monsieur Wunderlin de la division approvisionnement, si c'est exact. Donc voilà, donc ils nous retrouveront tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Et je vais commencer par monopoliser un peu la parole pour cette première partie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vais peut-être juste vous dire quelques mots donc sur Equiwatt. Equiwatt, c'est le programme d'efficacité énergétique de la ville de Lausanne qui est porté par l'ESIL. Donc l'objectif de ce programme Equiwatt, en fait, c'est d'encourager les économies d'énergie et l'efficacité énergétique à travers plusieurs actions et subventions qui sont destinées à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux gérances et propriétaires immobiliers. Donc on a toute une palette de subventions, d'actions, d'événements ou autres qui sont proposés. Donc, si vous ne connaissez pas encore le programme Equiwatt, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet qui est affiché ici pour avoir toutes les informations. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vais commencer par vous faire une petite présentation sur la situation de l'approvisionnement en énergie en Suisse. Donc, un peu quelques informations générales sur la question de l'approvisionnement et ensuite faire un petit point de situation actuelle. Ensuite, je vais vous donner quelques, disons, données et chiffres clés sur la consommation d'énergie en Suisse pour que vous puissiez aussi, disons, vous rendre compte comment vous, en tant que personne, en tant que ménage, vous intervenez dans ce système, énergétique, cette consommation d'énergie globale. Et ensuite, je vais terminer en vous donnant quelques, disons, recommandations sur, les meilleures manières de réduire votre consommation d'énergie chez vous. Et ensuite, on passera donc à la séance de questions-réponses. Donc, pour maintenant aborder la question de l'approvisionnement en énergie en Suisse. Donc, avant de vous parler plus spécifiquement de la situation actuelle, je vais vous donner juste peut-être quelques éléments de contexte sur la production et la consommation d'énergie en Suisse. Bon, je ne sais pas si ça s'affiche très bien. Chez moi, je vois que la mise en page est un peu heu, différentes, mais peu importe. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, en fait, c'est, les différentes sources d'énergie qui sont utilisées pour produire de l'électricité en Suisse. Donc ça, c'est une représentation pour l'année 2021. Donc en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que si on regarde l'ensemble de l'année, la production d'électricité l'électricité qu'on produit en Suisse est à peu près équivalente à la quantité d'électricité qu'on consomme, sur l'année en Suisse. Donc on pourrait s'arrêter là en disant qu'en fait, on produit ce dont on a besoin, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'on a, des variations saisonnières qui ont, un impact sur, l'énergie qu'on a à dis enfin l'électricité qu'on a à disposition. Donc, notamment en été, ce qui se passe, c'est qu'on a une production d'électricité qui est plus grande parce que, ben, les barrages produisent davantage à cause des débits dans les rivières qui sont plus élevés, qu'en hiver, à cause notamment, bah, de la fonte des neiges qui alimente les rivières. Et au niveau de donc ça, c'est au niveau de la production d'électricité, on a plus de production en été qu'en hiver. Au niveau de la consommation, c'est l'inverse qui se passe. En fait, on consomme moins d'électricité en été qu'en hiver, notamment, à cause des besoins en chauffage, à cause de la saison froide et cetera. Donc globalement, en fait, avec ces variations saisonnières, on se trouve dans une situation où en été, on, produit davantage que ce qu'on consomme, donc la Suisse a tendance à exporter de l'électricité qui est là en excédent vers l'étranger pendant l'été. Et à l'inverse, en hiver, on a tendance à consommer davantage que ce qu'on produit et donc il y a un besoin au niveau de la Suisse d'importer de l'électricité des pays, voisins pour, répondre à ces besoins,
en électricité. Donc ça, c'est pour la question de l'électricité. Heu, Par rapport à notre consommation d'énergie globale en Suisse. Donc l'électricité, ça constitue environ un quart de l'énergie qu'on consomme et pour tout le reste, donc environ 75 de l'énergie qu'on consomme, on a besoin de différentes sources d'énergie, notamment tous les produits pétroliers, que ce soit les carburants pour l'essence ou, par exemple, le mazout pour le chauffage et à côté de ça, on a environ 15 de notre consommation d'énergie qui est liée, enfin qui provient du gaz et encore 15 d'autres, sources d'énergie comme par exemple le bois de chauffage et cetera. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que par rapport à ce que j'ai dit à l'électricité et ce qu'on voit ici, c'est qu'une grosse partie de l'énergie, qu'on consomme, elle provient de sources qui ne sont pas de sources d'énergie qui ne sont pas produites en Suisse. Donc pour une majorité de l'énergie qu'on consomme, on a des besoins, d'importer de l'énergie de pays étrangers et donc on considère que dans l'ensemble, la Suisse, elle dépend environ à 70 de l'étranger, pour son approvisionnement en énergie. Donc pourquoi est-ce que, je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est vraiment important de comprendre cette notion de dépendance à l'étranger par rapport à notre approvisionnement en énergie, pour comprendre pourquoi, est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est un peu, problématique. Donc, pour revenir à notre situation, plutôt actuelle, qu'est-ce qui s'est passé, disons, à la fin de l'été, début de l'automne 2022? Donc comme je l'ai dit, c'est important d'avoir conscience de la dépendance aux pays étrangers pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cette situation de crise. Donc comme je l'ai dit, pendant l'hiver, la Suisse, elle dépend particulièrement des pays voisins pour s'approvisionner en énergie, donc autant en électricité qu'en gaz notamment. Et donc, à l'automne, on s'est retrouvé dans cette situation où, en France, de nombreux, réacteurs nucléaires se sont retrouvés à l'arrêt, pour des questions, d'entretien ou autres. Donc une grosse partie du parc nucléaire français, qui nous fournit en grande partie en électricité pendant l'hiver, s'est retrouvée à l'arrêt. À côté de ça, on a la Russie qui a suspendu une grosse partie de ses livraisons de gaz vers l'Europe en réponse, aux sanctions qui lui avaient été imposées après son invasion de l'Ukraine. Donc certains pays, par exemple comme l'Allemagne, qui fournit du gaz, à la Suisse en hiver, se retrouvaient privés, disons, de ces livraisons de gaz de la part de la Russie. Donc en fait, la Suisse s'est retrouvée dans une situation, disons d'incertitude assez intense par rapport à sa possibilité de s'approvisionner en énergie, cet hiver. Et cette situation, elle est encore aussi renforcée par le fait que la Suisse, ne faisant pas partie de l'Union européenne, n'est pas intégrée aux discussions européennes qui concernent, le réseau d'électricité. Donc on a ces éléments internationaux et en plus de ça, on a encore d'autres éléments, qui ont joué. Notamment, on a des conditions météorologiques qui sont, bah, comme toujours assez imprévisibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance si l'hiver à venir sera plutôt doux, plutôt très froid. Donc on ne peut pas prévoir nos besoins en énergie à l'avance. Hem Et à côté de ça, on peut aussi que assez peu compter, sur les énergies renouvelables locales en Suisse, vu que leur développement est un peu, à la traîne. Donc tous ces éléments, ensemble ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation énergétique, très tendue et avec un risque de pénurie. Donc pénurie, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver cet hiver dans une situation où on consommerait davantage d'énergie pardon, que ce qu'on a, à disposition et voilà, donc ça aurait, beaucoup de conséquences qui pourraient aller, jusqu'à à des pannes généralisées au niveau du système, énergétique. Donc face à ce risque de pénurie, il a fallu trouver, ben, des solutions, à court terme et il y a tout un plan de mesures qui a été, mis en place, qui a été conçu, au niveau fédéral, et ce sera donc le Conseil fédéral qui décidera d'appliquer ce plan de mesures qui se fait en plusieurs phases, en fonction de l'évolution de la situation. Donc on a d'un côté un plan pour l'électricité, et un autre plan pour le gaz qui sont disons les 2 sources d'énergie, qui sont le plus touchées par cette crise. Donc au niveau de l'électricité aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle le plan Austral, on se trouve dans la première phase de ce plan dans lequel, il y a des appels à réduire sa consommation d'électricité qui sont faits. Donc c'est, une réduction volontaire sans obligation. Donc aujourd'hui, on se trouve dans cette phase et si la situation, disons, ne s'améliore pas ou s'empire, on pourrait se retrouver dans une deuxième phase de mesure, dans laquelle certaines installations pourraient être restreintes ou, complètement, interdites. On peut parler notamment, bah, tout ce qui est, les saunas, piscines, mais ça peut aussi passer par d'autres appareils comme, les sèche-linges, des réductions de chauffage et cetera.
La troisième phase, ce serait une phase qu'on appelle de contingentement, qui elle s'adresse uniquement aux gros consommateurs. Donc les ménages ne sont pas du tout concernés par cette troisième phase. C'est-à-dire que c'est une phase dans laquelle, il serait imposé aux gros consommateurs de réduire, leur consommation de tant de pourcents de nouveau en fonction de la situation à ce moment-là. Et la quatrième phase elle, de nouveau, disons, concernerait l'ensemble, des consommateurs en Suisse, donc ménages inclus, et ce serait une phase qu'on appelle de délestage, c'est-à-dire ce seraient des coupures d'électricité qui sont planifiées. C'est-à-dire que pendant une période donnée, on pourrait décider au niveau de la Suisse que toute l'électricité est coupée par zone pendant plusieurs heures, de la journée. Au niveau du gaz, donc on a eu une première phase d'appel de réduction de sa consommation, qui a ensuite il y a eu certain nombre de enfin, il y a eu des recommandations ensuite qui ont été faites de remplacer, le gaz par le mazout dans les installations, où c'est possible de le faire. Et ensuite, pareil, on a également une phase qui pourrait venir en fonction de l'évolution de la situation, d'interdiction de certaines installations, puis de contingentement pour, les gros consommateurs. Donc l'enjeu à court terme avec ces mesures, c'est de réduire, la consommation d'énergie au niveau de la Suisse pour assurer un approvisionnement qui est suffisant, dans les mois à venir. Ensuite, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que, bah, où est-ce qu'on en est maintenant? Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, disons, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, beaucoup de choses qui sont parues dans la presse aussi. Du coup, c'est important de faire un petit point de situation de où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire avec les informations qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est que, on a une situation qui est, disons, moins alarmante. Mais c'est quand même très important de dire que le risque de pénurie est toujours là. Heu, donc si on dit qu'elle est moins alarmante, c'est notamment parce qu'en France, on a certains, des réacteurs nucléaires qui ont pu reprendre du service, mais de loin pas l'entièreté, du parc nucléaire. Et à côté de ça, beaucoup de pays voisins de la Suisse ont assuré que leurs réserves de gaz pour les mois à venir étaient à leur maximum, donc il y a un peu moins de problèmes à ce niveau-là. Mais cela n'empêche qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, il y a encore beaucoup d'incertitudes et donc on ne peut pas du tout assurer, que donc le risque de pénurie n'est plus là. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la situation s'est un peu détendue, mais le risque reste marqué. Donc à court terme, l'approvisionnement en énergie de la Suisse, il devrait pouvoir être assuré cet hiver, mais c'est pas exclu que, des mesures doivent être prises pour le garantir, qui pourraient aller jusqu'au contingentement, au délestage. Et à long terme, il faut aussi réfléchir donc pas seulement à court terme, mais à long terme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, cette situation de crise, elle soulève aussi des questions plus globales qui concernent, l'approvisionnement en énergie en Suisse. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, déjà, la situation à laquelle on est face cette année, elle pourrait tout à fait se reproduire l'année prochaine. C'est d'ailleurs plus que probable et encore les suivantes. Et donc ce qu'on retire en fait de tout ça, de toute cette situation de crise, c'est qu'en fait, il y a dans la situation actuelle, il y a vraiment de nombreux facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle et qui affectent directement la situation énergétique en Suisse. Par exemple, tout ce qui est lié au contexte international, les conditions, météorologiques. Et donc ça implique que c'est difficile de garantir qu'on aura en permanence suffisamment d'énergie à disposition pour répondre, à tous nos besoins. Donc voilà, donc il y a tous ces facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais en revanche, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on peut contrôler avec plus de certitude et par exemple, notre consommation. Donc c'est pour ça, ce qu'on essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important de mettre tous les efforts nécessaires pour réduire notre consommation, parce que c'est aussi en fait en faisant des économies dès maintenant et sur le long terme qu'on réduit de manière globale nos besoins en énergie et donc on réduit aussi la manière dont on est impacté, par ces événements externes sur lesquels on a moins, de contrôle. Peut-être juste aussi pour parler de manière plus globale, donc les économies d'énergie au-delà de cette question de la pénurie, il faut aussi mentionner que les économies d'énergie, elles sont, un des piliers de la stratégie énergétique de la Suisse pour 2050. Donc cette stratégie, elle a pour objectif d'encadrer la transition énergétique de la Suisse sur le long terme et voilà, notamment pour aller vers un système dans lequel on est moins dépendant, des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole et voilà, qui sont, ben, comme vous le savez sûrement, responsables aussi en grande partie, des émissions de gaz à effet de serre et donc des changements climatiques, globaux qu'on observe, déjà aujourd'hui. Donc les économies d'énergie sont aussi importantes, de ce point de vue-là.
Donc, pour résumer, ce que je viens donc de vous raconter jusqu'ici, le message qu'on aimerait vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est de mettre les économies d'énergie au centre, de nos préoccupations. Donc voilà, cela étant dit, avant de vous donner quelques recommandations sur les manières d'économiser, les meilleures manières selon nous d'économiser de l'énergie chez vous, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres sur la consommation d'énergie en Suisse, pour avoir une meilleure vision d'ensemble du rôle, qui peut être joué par chacun et chacune, par rapport à cela. Pardon, excusez-moi. Hem, du coup, hem, pardon, j'ai été un peu coupée dans mon élan. Donc voilà, en ce qui concerne donc la consommation, d'énergie en Suisse, donc les quelques chiffres que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est d'abord tout d'abord, si on regarde, la consommation d'énergie par secteur, ce qu'on voit, c'est que les ménages sont responsables d'environ un tiers de l'énergie qui est consommée, en Suisse. Ensuite, pour le reste, on a environ un tiers qui est consommé par le secteur des transports, donc les transports privés et publics, et un tiers, par le secteur de l'économie, c'est-à-dire de l'industrie, et des services. Ce qui, ressort de ce graphique, en fait, du coup, c'est que, chaque secteur a donc un rôle équivalent à jouer pour économiser d'énergie, c'est-à-dire autant les ménages que les entreprises, et les collectivités publiques et tous les autres acteurs, voilà, qui consomment de l'énergie de manière générale. Si on se concentre un peu plus sur les ménages, donc qui est la catégorie qui vous, concerne, davantage, ce qu'on voit, c'est qu'une grosse, c'est ce que vous voyez sur ce graphique en fait, une grosse majorité, de l'énergie qu'on consomme, elle est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et 30 environ de l'énergie qu'on consomme, est liée à l'électricité. Et ensuite, pour l'électricité, donc si on prend le détail de ce graphique-là par rapport à l'électricité, ça, ce graphique, il vous montre la répartition de la consommation d'électricité dans un ménage. Donc ce qu'on voit, c'est que l'électroménager, il est responsable d'une grosse partie, de l'électricité qu'on consomme. Donc que ce soit tout ce qui est, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, les appareils de froid, donc frigo, congélateur. À côté de ça, on a environ 20 de notre consommation d'électricité qui est liée aux appareils électroniques, donc que ce soit par exemple, télévision, bornes Wi-Fi et cetera, ce genre de choses et environ 15 pour l'éclairage. Donc voilà, donc l'idée de vous donner ces quelques chiffres, c'était, voilà, que vous puissiez un peu situer, la consommation d'énergie de manière globale en Suisse, dans les ménages et quelles sont les différentes, choses qui consomment de l'énergie au sein d'un ménage. Donc maintenant, pour cette dernière partie de présentation, ce que j'aimerais faire, c'est donc vous, lister donc quelques recommandations, pour économiser de l'énergie chez soi. Donc le but, c'est pas, d'avoir une liste exhaustive des gestes qui peuvent être appliqués chez soi, mais bien de faire un peu un tri et voilà, de prioriser, disons, les gestes les plus importants, les plus efficaces, qui peuvent avoir un effet direct et qui demandent aussi un effort assez, disons, moindre, à appliquer au quotidien. Donc, première chose que j'aimerais dire, c'est que comme je l'ai dit avant, une bonne partie, de l'énergie qu'on consomme au sein d'un ménage, elle est liée au chauffage. Donc la première chose à faire, c'est de bien s'assurer que son chauffage est bien réglé. Donc d'abord, en le réglant correctement dans les pièces, d'avoir les températures, enfin disons réglées de manière, appropriée pour chaque pièce. Donc de manière générale, dans un logement, on dit autour de 19-20 degrés, c'est l'idéal. Un peu moins dans les chambres où on n'a pas besoin d'avoir autant de chaleur, donc 17 degrés pour dormir, c'est parfait et éventuellement un petit peu plus dans une salle de bain. C'est aussi recommandé d'utiliser un thermomètre pour vérifier la température qu'il fait, parce que c'est souvent assez difficile à dire au niveau, du ressenti. Après une autre chose qui est importante à faire si vous avez des radiateurs chez vous, c'est de ne pas bloquer la chaleur qui est émise par ces radiateurs, avec des meubles, des rideaux ou des habits ou autres. Donc vraiment important de dégager l'espace devant les radiateurs, pour permettre à la chaleur de se diffuser correctement et surtout éviter l'utilisation des radiateurs électriques d'appoint qui sont vraiment des appareils très, très énergivores et qui risqueraient de faire complètement exploser, votre facture d'électricité.
2e chose, toujours en lien, avec le chauffage, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de bien fermer les stores et les volets la nuit. Parce que ce qui se passe dans un logement, c'est que, une partie de la chaleur du logement, elle se perd à travers les fenêtres, et en particulier dans un si vous vivez dans un immeuble par exemple qui a pas été rénové récemment. Donc ce qu'on conseille, c'est de bien fermer les stores et les volets la nuit pour, s'assurer que la chaleur reste à l'intérieur. 3e chose, toujours en lien, plus ou moins direct avec le chauffage, c'est de faire attention à la manière dont on aère son logement. Donc on déconseille fortement de laisser des fenêtres ouvertes en un poste toute la journée, par exemple, parce que, bah, de un, ça permet assez peu à l'air de se renouveler, enfin l'air se renouvelle très mal quand la fenêtre est pas ouverte entièrement et si elle reste ouverte en permanence et qu'un chauffage, fonctionne à côté, bah, le chauffage va devoir compenser, pour, compenser les pertes de chaleur qui se font par la fenêtre et donc c'est pas voilà, c'est pas très recommandé au niveau du chauffage. Donc ce qu'on conseille, c'est plutôt d'aérer brièvement, donc pendant quelques minutes, en ouvrant toutes les fenêtres en grand pendant quelques minutes, par jour, 2-3 fois par jour, comme vous le souhaitez. Hem, Ensuite, donc là, tout ça, c'était pour le chauffage. On a vu aussi qu'il y a une bonne partie de l'énergie qu'on consomme qui est liée à l'eau chaude. Il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire au niveau de l'eau chaude, c'est de remplacer, les pommeaux de douche par des pommeaux économiques, qui réduisent le débit de l'eau qui est utilisée, par la douche. Vous pouvez aussi équiper vos robinets, d'une petite pièce, qu'on appelle les brise-jets, qui permettent aussi de réduire le débit de robinet. Donc ça, c'est vraiment des équipements qui sont très faciles à installer et qui pourraient permettre de réduire jusqu'à, 40 de la consommation d'eau chaude, de votre logement. 5e chose, qu'on aimerait vous dire, c'est de toujours bien utiliser vos appareils électroménagers qui peuvent être utilisés en mode éco. C'est vraiment recommandé d'utiliser ce mode éco, qui consomme vraiment nettement moins, d'énergie qu'un mode, classique, notamment souvent parce que c'est des modes qui sont prévus en basse température et du coup il y a moins d'énergie, on a besoin de moins d'énergie pour faire chauffer l'eau dans les appareils. Évitez aussi l'utilisation des sèche-linges. Vous pouvez faire sécher le linge à l'air libre, c'est toujours une possibilité et si vous en avez, la possibilité, que vous avez des très vieux appareils, vous pouvez aussi envisager, de les remplacer par des appareils qui sont de classe énergétique supérieure. Donc ça, c'est recommandé pour des appareils qui ont plus de 8 ans, si vous en avez la possibilité. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux appareils de froid, donc frigo, congélateur. Bien régler la température de ces appareils. On conseille de régler le frigo à 5 degrés et le congélateur à -18. Pas besoin que ce soit, plus froid que ça. Vous pouvez aussi utiliser un thermomètre pour vérifier la température si elle n'est pas indiquée directement, dans le frigo et ne pas oublier aussi de dégivrer régulièrement son congélateur parce que quand on a une couche de glace qui se forme à l'intérieur, ça demande plus d'énergie, disons, au congélateur de se maintenir à température. Du coup, bien penser à le dégivrer. Si vous avez plusieurs appareils de froid, peut-être envisager, s'ils ne sont pas entièrement remplis, de tout rassembler dans un seul, de débrancher l'autre, si vous en avez la possibilité et également de remplacer les vieux appareils, s'ils ont plus de 8 ans. Ensuite, on revient sur un conseil que la plupart des gens connaissent, mais que c'est toujours important de le mentionner. Remplacez toutes vos sources lumineuses par des LED parce que c'est vraiment la technologie LED est vraiment consomme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie, que toutes les anciennes, ampoules, classiques, disons. Donc voilà, c'est vraiment, un très bon moyen de faire des économies chez soi et voilà, d'autant plus que du coup ces ampoules, durent beaucoup plus longtemps et qu'elles consomment nettement moins d'énergie. Et dernier conseil aussi qu'on rappelle, c'est, bah, de bien éteindre et débrancher tous les appareils qui sont inutilisés, donc tous les appareils électroniques, votre Wi-Fi, box TV et cetera et d'utiliser, ben, des multiprises à interrupteurs ou des prises à interrupteurs déportés, pour les avoir plus facilement, sous la main quand vous voulez les éteindre. Donc voilà, ça c'était donc la petite liste de recommandations qu'on vous fait, pour économiser de l'énergie chez vous, pardon. Et ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que, l'idée de tout ça, en fait, c'est vraiment de pas suggérer que ce soit seulement les ménages qui fassent leur part de l'effort. Ce qu'on aimerait vous dire aussi, c'est que c'est un effort qui doit être fait au niveau de l'ensemble, de la société et du coup, j'aimerais mentionner aussi quelques-unes des mesures qui ont été prises au sein de l'administration, pour aussi faire sa part de l'effort. Donc au niveau de l'administration, il y a aussi des mesures qui ont été prises, notamment pour limiter le chauffage dans les locaux, interdire les chauffages d'appoint, fermer les stores, éteindre,
l'éclairage public dans les zones de la ville où c'est possible et où c'est pertinent de le faire. Réduire la durée de fonctionnement des décorations de Noël, limiter, l'accès au Wi-Fi public et à côté de ça, il y a aussi toutes des campagnes de communication qui sont faites au sein de l'administration pour les collaborateurs, collaboratrices, pour encourager, les économies d'énergie. Donc voilà, juste terminer, sur ce petit slogan qu'on a décidé, d'adopter pour la campagne de cet hiver. Vous comptez sur nous, nous comptons sur vous. Donc c'est un moyen, voilà, de dire que l'effort ne doit pas seulement se faire au niveau d'un seul groupe de personnes, mais au niveau de l'ensemble et que voilà, c'est seulement en faisant cet effort ensemble, qu'on pourra parvenir, aux objectifs de réduction, de notre consommation d'énergie. Voilà, je vous remets juste aussi le lien vers notre site internet, pardon, si vous voulez davantage d'informations, davantage de gestes, de conseils. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. On va maintenant, passer à la séance de questions-réponses, avec nos spécialistes. Voilà. Alors, je vois donc première, question qui s'affiche. Est-ce que les bouilloires et grille-pains consomment de l'électricité s'ils sont branchés mais pas utilisés? Bah, du coup, je peux répondre directement que non. Enfin, un appareil qui est complètement éteint, même s'il est branché, il va pas consommer, d'électricité. Bon, à part vraiment, quelque chose de très, 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 très minime, au niveau du câble, mais vraiment, ri on peut considérer que non, à moins, qu'éventuellement avec une bouilloire, si vous avez peut-être des fonctions où elle reste allumée, qu'elle maintient, l'eau à température, bah, là, dans ce cas-là, peut-être faire attention, à bien, la débrancher pour éviter qu'on ait, ces fonctions qui continuent à consommer de l'énergie. C'est à la question suivante, je pense. Donc, le message du Conseil fédéral n'est pas très clair en ce qui concerne l'utilisation des voitures électriques. Quelle est la recommandation? Je vais peut-être laisser, Baptiste répondre à cette question. Oui, volontiers. Effectivement, Oui. c'est une question qui fait un petit peu débat en ce moment. Je pense toute la problématique, c'est de regarder les choses à pas si court terme que ça. En soi, la voiture électrique a un système plus efficient au niveau énergétique que la voiture thermique. Si on regarde la stratégie en termes de mobilité, l'idée, c'est quand même d'essayer de favoriser la mobilité douce, hein, de manière générale. Pour la mobilité individuelle nécessaire qui reste, c'est le cas, hein, la stratégie de la Suisse, c'est de favoriser la voiture électrique pour le moment, ou d'autres sources, éventuellement hydrogène, quand elles seront sur le marché pour les véhicules à usage, disons des berlines typiquement. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas changer d'avis. La voiture électrique, ça reste plus efficient que la voiture thermique. Si le Conseil fédéral devait déclencher des phases 2, 3, voire 4 Austral, éventuellement, ils décideront de cibler la recharge de véhicules électriques, mais le déclenchement de ces phases est loin d'être certain, il est possible mais pas certain. Et en l'état, il s'agit de réfléchir plutôt à moyen terme, donc une transition vers une voiture électrique reste largement souhaitable. Parfait, merci. Je possède un chauffage au sol qui est très difficile à régler, même en diminuant la température générale, il fait trop chaud dans l'appartement à certains endroits. Baptiste, peut-être aussi. Oui, oui, ouais. oui. Alors c'est effectivement une excellente question qui malheureusement n'est pas si rare, hein. Le chauffage au sol plusieurs caractéristiques qui font qu'ils sont moins faciles à régler en fait que des radiateurs, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus ce qu'on appelle de l'inertie thermique. C'est lent en fait à réagir à un chauffage au sol. Alors si vous êtes dans un logement individuel du type villa, s'il fait trop chaud avec votre chauffage au sol, vous avez certainement une difficulté qui vient ailleurs en fait. Vous devriez éventuellement fermer vos stores extérieurs si vous avez trop de soleil, ce genre de choses. Une villa individuelle, c'est un petit peu comme ça qu'il faut investiguer. Et si vraiment le problème persiste, c'est un chauffagiste qu'il faut faire intervenir. Dans un logement collectif, ce qui va se passer, c'est que vous êtes partiellement chauffé par vos voisins. Et donc, vous avez une marge de manœuvre qui est relativement réduite. En principe, vous avez un thermostat par pièce qui vous permet de régler la température, mais il faut que vous soyez patient. Entre le moment où vous la réglez, le thermostat par pièce, et le moment où c'est effectif, il va s'écouler entre 4 et 8 heures. Donc, typiquement, si vous le baissez quand il y a un fort soleil dans votre logement et que
vous attendez un effet dans l'heure, il va pas arriver. Mais là, vous devrez jouer, je dirais, avec les protections solaires à nouveau. Et si le problème persiste, et surtout s'il est commun à d'autres gens de votre immeuble, là, ça laisse entendre que vous avez un problème de ce qu'on appelle d'équilibrage hydraulique. Ça veut dire que le chauffagiste, éventuellement, est intervenu au cas par cas dans les logements pour changer l'équilibrage, et au bout d'un moment, le système dérive, c'est-à-dire que les quantités d'eau chauffées dans les différents logements sont mal réparties. Donc, si vous êtes nombreux dans l'immeuble à avoir cette situation-là, il faut, de manière collective, que vous fassiez intervenir à travers votre gérance un chauffagiste pour équilibrer le réseau. Alors, pour la question suivante, qui peut me conseiller sur les appareils à basse consommation, j'imagine, d'énergie, du type cuisinière, micro-ondes, frigo, etc. Bon, j'imagine que bon, déjà, la meilleure manière de se renseigner sur ces appareils, ben, c'est peut-être déjà de s'adresser à un revendeur dans un magasin spécialisé qui pourra déjà vous éclairer sur les appareils qui consomment plus ou moins. Vous pouvez aussi vous fier aux étiquettes énergétiques, donc la classe énergétique de l'appareil qui donne aussi une indication de sa consommation. Voilà, peut-être que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ce qu'on peut dire, c'est que sur la région lausannoise, Ekiwatt est à disposition pour ce type de conseil. Vous pouvez nous envoyer un email ou bien nous appeler lundi, mercredi ou vendredi après-midi. Et puis on répondra volontiers de manière personnalisée à ce type de questions. Tout à fait. S'il y a un blackout sur le réseau électrique européen, est-ce que la Suisse sera affectée? Oui. Enrique, oui. Ouais. Oui, alors tout à fait comme cela a été dit précédemment, la Suisse importe une partie de ses besoins énergétiques en électricité en l'occurrence. Donc oui, bien sûr. Après, il faut différencier entre le blackout et puis la pénurie. Un blackout, c'est vraiment suite à un accident qui est imprévisible vu que c'est un accident et bien sûr que on peut être affecté s'il y a un accident qui fait que au niveau européen il y a un blackout, surtout au niveau des réseaux voisins parce qu'on importe et on exporte avec ces pays-là. Après, la pénurie, c'est différent au blackout où elle peut se préparer. Donc, bien sûr qu'au niveau européen, la situation actuelle est discutée entre pays et une éventuelle pénurie doit être traitée dans un contexte global européen et pas uniquement suisse. Merci. Alors, question suivante. Pourquoi, si on consomme moins qu'une certaine quantité, on doit payer quand même l'électricité qu'on ne consomme pas? Alors, oui. je suis pas sûre exactement à quoi ça fait référence, mais Enrique, si tu avais un début de réponse. Oui, Oui, je oui. pense que peut-être que ça fait référence à certains éléments du tarif qui sont fixes. Par exemple, en tout cas, l'électricité qui n'est pas consommée n'est pas payée. Ça, c'est évident. Par contre, et je pensais plus au gaz qu'à l'électricité, on peut avoir des abonnements, ça, on les paye, ou des minimums qui sont payés parfois pour couvrir certaines dépenses qui sont fixes et qui arrivent qu'il y ait consommation ou pas. Mais en principe, pour résumer et synthétiser la réponse au niveau électricité, ce qui n'est pas consommé n'est pas payé. Peut-être juste complétons en disant que pour certaines personnes, peut-être qui reçoivent des acomptes, enfin les acomptes que vous payez pendant l'année, ils ne sont pas forcément adaptés à votre consommation sur le moment et qu'ensuite c'est équilibré au niveau du décompte annuel qui se fait. Si vous avez trop payé, par exemple, si vous avez beaucoup baissé votre consommation, vous avez continué à payer vos acomptes, et ensuite ça peut être équilibré au niveau du décompte annuel. Tout à fait, ça c'est vrai aussi. Là, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de nouvelles questions, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Si quelqu'un en a encore une, c'est l'occasion. Ah. On a une nouvelle question. J'ai des néons. Est-il possible de les remplacer facilement par du LED?
Alors facilement, techniquement, je sais pas. Enfin, bah oui, en tout cas, toutes les néons existent en LED, donc je sais pas exactement. Enfin, Baptiste, c'était un complément de réponse. Oui, alors sur le principe, on pourra toujours être remplacé par du LED. Mm. Par contre, facilement, pas forcément. Ça dépend du ballast, hein, notamment du néon. Donc, vous pouvez pas partir du principe que vous pouvez faire ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire vous enlevez votre tube néon, vous mettez un LED et être sûr que ça va fonctionner. Vous êtes obligé de faire intervenir d'un électricien pour vous garantir que vous pouvez faire ça sans problème. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis comme un nouveau tube LED qui clignote ou bien qui se détruit très rapidement. Donc, un électricien est nécessaire. Oui. D'accord. Alors ça, j'imagine que c'est le complément de la question d'avant. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être, mais il faut vraiment voir le cas particulier parce que, en effet, au niveau de l'acheminement, il y a peut-être un minimum qui est facturé et ce minimum, il est censé couvrir des coûts qui sont fixes, des coûts qui arrivent qu'on consomme ou pas, mais il est vraiment très faible. Donc, peut-être que ce cas de Miguel, il faut le voir en détail parce que ça dépend du tarif et ça dépend de la consommation. Mais normalement, si une consommation baisse de façon importante, la facture doit baisser, à moins que ce soit comme Alexandre l'a dit, par rapport aux acomptes. Donc, il faut vraiment peut-être faire une petite analyse de la situation de Miguel pour être sûr que on n'est pas dans un cas où c'est juste l'acompte qui n'a pas changé et on a l'impression de payer toujours la même chose, ou en effet, si c'est un minimum qui est plutôt lié à l'acheminement, la partie acheminement du tarif, et qui existe en effet pour couvrir des coûts qui sont toujours là, qu'il y ait consommation ou pas. Mais ce minimum, il est relativement faible et je pense que ça vaut la peine de voir le cas particulier. Est-il possible d'installer un compteur individuel de chauffage? Si oui, combien cela coûte? Alors moi, j'ai pas personnellement la réponse à cette question. Oui, je peux répondre partiellement. Alors oui, c'est possible d'installer un compteur individuel pour le chauffage, mais vous ne pourrez pas le faire de votre propre chef, puisque, bon, évidemment, on parle d'un logement collectif. Hein. Évident qu'un logement individuel, il aura forcément par définition son comptage individuel. Un logement collectif, à moins que vous en soyez le propriétaire, ça c'est une décision des propriétaires ou de la copropriété s'il s'agit d'une PPE, on peut faire ça. Alors les coûts vont complètement dépendre de la configuration du réseau hydraulique de chauffage. Donc on ne peut absolument pas les donner des fourchettes de prix à ce stade. Par contre, je peux dire déjà aux auditeurs que c'est pas forcément une bricole, hein, c'est quand même des coûts qui peuvent être assez significatifs. Donc au minimum, il faut établir 1 ou 2 devis de chauffagistes pour faire ça. Donc c'est un chauffagiste qui pourra répondre à cette question. Mais sur le principe, oui, on peut tout à fait le faire. Parfait, merci. Du coup, je crois que cette fois, on est de nouveau au bout des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a une nouvelle question qui arrive dans les quelques minutes à venir. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, merci à tout le monde pour votre présence, votre écoute et vos questions. Et voilà, bel après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Au revoir.